Alors, professeur Bellepomme, vous savez, lorsque vous parlez de choses comme, par exemple, l'homéopathie, vous allez toujours tomber sur une personne qui va vous dire, je ne sais pas si c'est démontré, mais en tout cas, ça marche. J'ai un exemple. Par exemple, je me suis soigné à l'allopathie, ça n'a jamais marché, et ensuite j'ai pris un traitement homéopathique et j'ai guéri de façon miraculeuse. Alors, je vais vous donner une expérience personnelle, étant donné que dans ma fonction d'universitaire, je suis obligé d'avoir une ample correspondance sur Internet, d'avoir naturellement tous les appareils nécessaires, ordinateurs. Et j'ai installé une installation chez moi avec un modem et un Wi-Fi. Et j'ai constaté une chose intéressante, c'est-à-dire avant j'avais un modem sans Wi-Fi, mais pour que on puisse se brancher dans différentes parties de mon logement, eh bien j'ai installé ce Wi-Fi. Et j'ai constaté une chose très curieuse. Alors d'habitude je l'éteins lorsque je ne m'en sers pas, pas tellement au début, c'était pas tellement pour des raisons médicales, mais pour des raisons de sécurité, afin d'éviter que l'on puisse pénétrer mon système informatique. Donc je l'éteins chaque fois que je m'en sers pas. Bon, mais parfois ça m'est arrivé la nuit d'oublier d'éteindre le Wi-Fi. Et alors là, j'ai constaté une chose très curieuse. Comme le Wi-Fi est installé à quelques mètres de ma chambre à coucher, eh bien, impossible de dormir. Oui. Impossible de dormir, c'est-à-dire que si vous voulez, je n'arrive pas à m'endormir, et je me dis j'ai dû prendre trop de café, ou je me réveille au milieu de la nuit, et puis d'un seul coup, j'ai l'idée brillante en disant tiens, j'ai laissé le Wi-Fi allumé, je l'éteins, et puis immédiatement le sommeil arrive. Alors cette situation, je l'ai racontée à pas mal de personnes en disant vous savez, c'est une expérience personnelle, et c'est vrai à 100%. D'habitude, je dors très bien, mais lorsque je laisse le Wi-Fi allumé, je ne dors pas, c'est très simple. Alors les gens me disent oh ben oui, c'est psychosomatique. Ça. Vous pensez que véritablement il y a un fond de vérité là-dedans? Ah ben c'est plus qu'un fond de vérité, c'est une vérité. C'est une vérité. Si vous voulez, là, on est au cœur du véritable sujet. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit la médecine ne peut passer que par des études épidémiologiques, il faut la preuve de la preuve. On oublie de dire que la médecine s'est créée bien avant que l'épidémiologie apparaisse. L'épidémiologie, c'est une discipline neuve, nouvelle, qui a été créée depuis la dernière guerre. Elle a 50-60 ans d'existence. Bon. Avant la création de l'épidémiologie, les médecins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils analysaient ce que vous venez de raconter exactement. C'est-à-dire que ils écoutaient leur malade, le malade dit, ou la personne, je ne dis pas que vous êtes malade, mais la personne qui dit tout simplement, je laisse mon Wi-Fi, je dors pas, j'éteins mon Wi-Fi, comme par hasard, le sommeil revient. Bon, alors, c'est pas une preuve au sens épidémiologique du terme, bien sûr, c'est un cas, et là, tout statisticien, et le statisticien que vous êtes... Je vais un petit peu persifler en disant, tout homme bien portant est un électrosensible qui s'ignore. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais d'abord, nous sommes tous électrosensibles. À des degrés divers. À des degrés divers, bien sûr, mais nous avons tous des récepteurs, des magnétorécepteurs, ce qu'on appelle des magnétosomes, qui vont être, si vous voulez, qui vont activer, qui se trouvent dans le système nerveux comme par hasard, et au niveau d'ailleurs des enveloppes du système nerveux qu'on appelle les méninges, et qui, sous l'effet des champs électromagnétiques, vont être activés et donner une information au système nerveux qui peut être, en cas si vous voulez, d'exposition trop prolongée, des informations délétères. Bon. Et d'ailleurs, c'est ce nombre de magnétosomes qui peut expliquer, au plan génétique peut-être, que certains sujets qui ont beaucoup de magnétosomes vont être plus susceptibles que d'autres au champ électromagnétique. Bon. Mais si vous voulez, il est clair que l'expérience qui est menée au niveau individuel, si elle est répétée dans le cadre d'une je dirais d'une observation médicale et qui se fait dans le cadre d'une observation médicale a une valeur. C'est la recherche clinique proprement dit. Je rappellerai tout simplement que, par exemple, l'insuffisance surrénale qui a été décrite par Addison, un Anglais qui s'appelle Addison, a été faite sur 6 cas. Et à partir de ces 6 cas-là, on n'a pas besoin d'études épidémiologiques pour savoir, pour définir, décrire ce qu'était une insuffisance surrénalienne. Aujourd'hui, c'est ce que je fais dans ma pratique. J'ai pas besoin de milliers de cas pour savoir que lorsque ces malades me disent que lorsqu'ils sont près d'une source électromagnétique, ils ont des maux de tête qui apparaissent ou d'autres symptômes. Lorsqu'ils vont en forêt ou à la campagne, qui sont en dehors d'une source électromagnétique, ces symptômes disparaissent. Bon. Pour moi, c'est un élément majeur qui n'est certes pas suffisant
pour avoir une preuve scientifique au sens où on l'entend aujourd'hui, mais qui est suffisante pour orienter des recherches dans la bonne direction. En tout cas, je vais donner un conseil à tous nos auditeurs. Au cas où vous auriez des difficultés de sommeil et vous avez une box chez vous, eh bien, débranchez-la la nuit et vous enlevez la prise et vous la rebranchez le lendemain matin. Absolument. C'est fait pour fonctionner parce qu'il faut bien se rendre compte que les coupures de courant, ça existe. Donc, lorsque vous avez quelque chose qui est fait pour programmer, pour vous envoyer du Wi-Fi chez vous, ça ne vous coûte absolument rien de l'enlever de la prise ou d'appuyer sur le bouton pour la fermer tous les soirs et de ne la remettre en marche que lorsque vous brancherez votre ordinateur, votre tablette ou votre télévision. Et autrement, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se porteront mieux avec ça. Et alors, je vous parle de cette expérience, et c'est un peu, d'ailleurs, à la suite de cette expérience personnelle que je me suis moi-même un peu intéressé à ce phénomène, parce que vous avez, bien entendu, des tas de gens qui vont nier ce genre d'effet. Ils vont dire ça n'existe pas. Alors je citerai une personne intéressante c'est un de mes confrères, André Orango, qui est membre de l'Académie des sciences, qui est un tout petit peu plus jeune que moi, et qui a fait une déclaration tonitruante que je cite. Il dit « Le rayonnement des ondes électromagnétiques n'a aucune influence sur la santé ». Alors, je dirais, bon, si vous voulez, c'est un peu une fin de non-recevoir, mais si on parle de la santé des personnes, on peut encore en discuter, bien qu'il y ait une ample évidence du contraire. Mais si on sait que M. Orango est un ancien membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom, on peut se poser la question s'il n'est pas à la fois juge et partie. Alors, ça m'ennuie lorsqu'on dit le rayonnement des ondes électromagnétiques n'a aucune influence sur la santé. J'aurais peut-être admis, disons, un commentaire du type « Le rayonnement des ondes électromagnétiques a une influence sur la santé, mais celle-ci est négligeable ». On pourrait très bien écouter quelque chose comme ça en disant « Oui, effectivement, par exemple, prenons l'exemple suivant, si vous prenez 2 verres de vin par jour, vous n'allez pas nécessairement vous rendre malade. L'effet est négligeable et faible. Mais cet effet, le fait de dire qu'il n'y en a pas, ça me paraît en soi-même excessif. Alors, nous allons voir qu'il y a des tas d'évidences du contraire. Et je citerai un autre membre de l'Académie des sciences, Pierre Ancrenat, qui en particulier est en train de faire une campagne virulente contre le téléphone portable, ce qui veut dire que même à l'intérieur de l'Académie des sciences, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Oui, c'est ça. Si vous voulez, ce qui me surprend dans la phrase de M. Orango, c'est que pour un scientifique, si vous voulez, est aussi péremptoire, sans preuve, si vous voulez, et sans expérience personnelle, cela me paraît véritablement, non pas du domaine de la science, mais si vous voulez, du domaine de l'opinion. Alors, chacun peut avoir une opinion, mais en tout cas, je suis peiné, si vous voulez, qu'un homme aussi, si vous voulez, remarquable par ailleurs, si vous voulez, en soit arrivé là, au sein d'une institution qui est l'Académie des sciences, qui est une institution prestigieuse, arrivé à de telles, si vous voulez, je dirais, ineptie. Oui, mais soyons modérés. C'est-à-dire que, si vous voulez, il est parfois difficile, même parmi les scientifiques, et vous le savez bien, de séparer l'opinion de l'avis scientifique. Ouais. Alors, je pense que comme opinion, c'est recevable, comme avis scientifique, c'est très discutable, et je dirais qu'il faut essayer d'être très prudent. Mon expérience de statisticien, si vous voulez, je veux bien qu'on me dise, il n'y a pas eu de démonstration formelle que le rayonnement des ondes électromagnétiques ait une influence sur la santé, par exemple, des adultes. Bon, alors là, effectivement, on peut très bien dire qu'il n'y a pas eu d'études en double aveugle, d'études épidémiologiques. Alors la démonstration qu'une existence existe, mais par contre, revenons sur les rats.
les rats, parce que les malheureuses bêtes, eh bien, servent effectivement de cobayes partout. Alors, les rats, on leur a fait la totale, on les a mis au micro-ondes, on a tout essayé, et alors on a découvert que avec une quantité infime, des émissions infimes de Wi-Fi, sur la fréquence de 2,4 MHz, eh bien, ça a eu toutes sortes d'effets. D'abord, c'est des effets neurocognitifs, c'est-à-dire que les rats n'arrivent plus à se repérer, par exemple, dans un labyrinthe. Ils se perdent leur chemin. Ils n'arrivent plus à trouver les moyens de prendre leur nourriture, alors que ce sont des animaux normalement très malins. Alors, ça a des troubles hormonaux. Nous avons parlé de la mélatonine, sur leur sexualité. Ça a des effets génotoxiques, des troubles de mémoire et ainsi de suite. Alors, ces expériences sur les rats démontrent parfaitement que les ondes ont un effet néfaste. Et je ne vois pas très bien ce que... Alors, à partir du moment où on a un effet néfaste sur des rats, eh bien, cet effet, normalement, doit être transposable aux humains, avec certaines réserves. Alors, prenons quand même une chose toute simple. De quoi se sert-on pour habiliter des médicaments? On se sert de rats. On fait l'expérience sur les rats, on commence à voir l'efficacité sur les rats avant de voir l'efficacité sur les êtres humains. Alors, lorsque vous avez des gens qui me disent tout ce qui est vrai pour les rats n'est absolument pas transposable à l'homme, mais à ce moment-là, si c'est vrai, les souris de laboratoire dont on se sert dans les laboratoires pharmaceutiques, eh bien, ça veut dire que les pharmaciens ne font pas du bon travail. Alors, je pense quand même que toutes ces études sur les rats et les souris ont quand même une valeur de démonstration. Bien sûr, avec les réserves que vous avez soulignées. Vous savez, pour moi, le véritable problème, en fait, bien sûr, au niveau expérimental, il y a des preuves à apporter et elles existent. Même si elles sont encore critiquables par certains côtés, je suis tout à fait le premier à le reconnaître. Mais il y a des malades, là, avec une progression de maladies telles que l'Alzheimer, telles que le cancer, qu'il va falloir bien trouver une solution. Alors, aujourd'hui, si vous voulez de dire sans cause connue, il va bien falloir trouver des causes. Alors, les champs électromagnétiques, aujourd'hui, au minimum, ce qu'on peut dire, et je reviens à ce qui a été dit vis-à-vis de M. Orongo, qu'au moins, il y ait le doute. Et ça, je crois que le rôle des institutions, c'est au minimum de dire, bon, mais écoutez, on ne sait pas avec certitude aujourd'hui à quoi est liée telle ou telle pathologie. Maintenant, elle augmente, la prévalence augmente. La prévalence augmente, il y a un problème, il y a des malades là qui sont en souffrance. Pourquoi? Et donc, si vous voulez, à partir du moment où on a des expériences qui disent, qui sont une partie de la réponse à ce pourquoi, je vois pas pourquoi on dirait qu'il y a rien de démontré, etc. De toute façon, avant, toute théorie passe par une hypothèse d'abord, et là, nous sommes peut-être... Cette hypothèse, en général, se démontre sur les rats de laboratoire. Ah ouais. Alors, donnons des chiffres. En France, vous avez, encore excusez-moi, monsieur Delesquin, 7 millions de box et 31 000 ce qui s'appelle, alors là je vais alimenter le cochon, des hot spots. C'est-à-dire des points chauds. Alors ces points chauds sont des endroits où vous avez un émetteur de Wi-Fi très puissant et où toute personne peut s'installer sur un banc et allumer son ordinateur portable et être branché sur Internet. Alors ça se généralise partout. Et ce qui maintenant m'inquiète, moi, énormément, c'est que vous avez beaucoup de ces box, j'utilise ce terme avec des guillemets, qui en fait... tout est fait pour qu'on n'y ait pas d'interrupteur dessus pour les interrompre. Et la raison est la suivante. C'est qu'un certain nombre d'opérateurs, et je ne vais pas les citer par leur nom, voudraient que le réseau des différentes box émetteurs privés de Wi-Fi puisse servir à tout le monde. Et ce qui se passe en fait, c'est que lorsque vous avez un ordinateur portable et avec un certain type d'abonnement chez certains fournisseurs, eh bien cet abonnement vous permet en réalité de vous brancher sur le Wi-Fi privé de quelqu'un d'autre sans que cette personne ne le sache. Oui. Et le fait de laisser sa box allumée, eh bien, ça permet à une personne qui passe à côté, qui a l'abonnement correspondant de mobilité, alors ça s'appelle l'Internet mobile, de se brancher directement sur votre Wi-Fi, de passer par votre téléphone sans que vous le sachiez. Et ça remplace les antennes. Et ça remplace les antennes. Mais le problème, à ce moment-là, pour que ça marche, il faut que les box restent allumées
transmet en permanence et servent en réalité d'antenne relais sans le dire. Alors, moi, je dis, bien entendu, que si vous voulez rester en bonne santé, par pitié, éteignez vos box la nuit, mais tout est fait pour qu'on ne puisse pas les éteindre. Et dans certaines installations, elles sont même branchées sans que ça soit par une prise. C'est-à-dire, vous avez un câble qui est directement alimenté par le réseau. Vous savez, comme ça se fait parfois. Et cette situation est absolument dangereuse. Alors, je ne dis pas que c'est une atteinte à la liberté individuelle, mais il faut savoir que certains types d'abonnements, si vous n'y faites pas attention, eh bien, vous verrez toutes les communications de votre voisin passer à l'intérieur de votre ligne téléphonique et c'est vous qui servez d'antenne à tel ou tel fournisseur. Je m'abstiendrai de citer leur nom. Vous êtes bien d'accord avec moi? Absolument. C'est peut-être pas une atteinte à la liberté, mais c'est en tout cas une atteinte à la santé d'autrui. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est absolument clair. Alors, professeur Bellepomme, nous arrivons peut-être au moment où nous allons commencer à essayer de répondre aux questions des auditeurs. Il nous reste une dizaine de minutes avant la césure de la moitié de l'émission et je vais demander à Stéphane Chaudron de bien vouloir nous lire quelques-unes des questions que vous trouverez les plus pertinentes. Je vous en prie. Alors tout d'abord au niveau des distances, à quelle distance d'un ordinateur portable faut-il se trouver pour enrayer la nocivité des ondes Wi-Fi en particulier? La même chose pour les téléphones portables. Alors, pour les téléphones portables, d'abord, il y a une règle claire, jamais plus de 20 minutes par jour par séquence de 6 minutes au niveau de l'exposition. Et maintenant, au niveau de la proximité, il est clair que il faut utiliser le moins possible le portable à l'oreille. Comme il a été dit, utiliser bien sûr les oreillettes, en veillant à ce que le fil de l'oreillette fasse corps à corps avec le corps, c'est-à-dire que si le fil est à distance du corps, il peut faire antenne. Donc, il faut bien vérifier que le fil est véritablement jouxte le corps. Et puis, sachant que l'utilisation du haut-parleur, comme on peut le faire, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Donc, à distance, puisque le haut-parleur, on peut mettre le portable à distance, à 1 mètre, à 2 mètres, etc. Et il est évident que parmi les recommandations, outre le fait qu'il faut interdire l'utilisation du portable chez les enfants de moins de 10 ou 12 ans, enfin 10 ans, mais c'est 12 ans au niveau européen, il faut aussi recommander aux femmes enceintes de n'utiliser le portable que dans des cas d'extrême urgence. Ça, c'est clair, car le fœtus est là, et malheureusement, le fœtus est très vulnérable, comme on l'a dit. Alors maintenant, pour ce qui est... Oui, alors le pire serait une femme enceinte qui met des oreillettes et qui met le portable sur son ventre. Bien j'ai vu malheureusement, si vous voulez, enfin c'était pas une femme enceinte, c'est une femme qui donnait le biberon à son gamin, tout en téléphonant à son mari avec un portable de l'autre côté. Donc si vous voulez, aujourd'hui il y a des dérapages partout parce que les gens... Mais les gens ne se rendent pas compte. Se rendent pas compte. Alors pour ce qui est du Wi-Fi, si vous voulez, il est évident que d'abord, ce que je dis, c'est que dans la mesure du possible, il faut revenir au filaire. Car d'ailleurs, l'information qui arrive à l'ordinateur est plus rapide que par le Wi-Fi. Le fil conduit mieux l'information que la Wi-Fi. Donc ça, c'est un premier point. Dans la mesure du possible, revenir au filaire. Deuxième point, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire des pauses. Alors, aujourd'hui, faut pas dépasser 6 à 8 heures de Wi-Fi par jour. 6 à 8 heures d'ordinateur par jour. Il y a il se développe notamment chez les jeunes de véritables addictions à l'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils vont faire jusqu'à 12 heures, 14 heures d'ordinateur par jour. Alors, s'il y a le Wi-Fi en plus, c'est dramatique. Alors, juste je vous interromps pour dire que il est clair que les ordinateurs portables ont des systèmes de Wi-Fi qui se mettent en marche quasiment automatiquement pour pouvoir capter Internet. Mais il est parfaitement possible de les désactiver. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être branché sur Internet. C'est-à-dire, si vous avez un ordinateur portable, et si vous n'allez pas récupérer vos messages sur Internet ou ce qu'on appelle, encore un mot anglais, surfer sur Internet, c'est-à-dire aller voir, par exemple, un certain nombre de sites où vous voulez avoir des renseignements, si vous ne faites pas cela, eh bien, il faut prendre l'habitude de désactiver le Wi-Fi, parce que les portables ont des émetteurs de Wi-Fi, bien entendu, parce qu'ils reçoivent le Wi-Fi qui leur est envoyé par les box,
et ils émettent vers ces box. C'est-à-dire qu'un portable est aussi un émetteur. Alors, on ne se rend pas compte, effectivement, que le plus souvent, le portable va vous envoyer des ondes si vous ne prenez pas la précaution de désactiver la fonction Wi-Fi. Alors, on peut la désactiver, la réactiver, c'est comme on appuie sur un bouton, sauf que il faut quand même connaître un petit peu l'ordinateur parce qu'il faut aller dans un fichier, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais ça se fait assez facilement et il faut que les utilisateurs de portables fassent cette gymnastique, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas besoin d'Internet, qu'ils désactivent la fonction Wi-Fi et Bluetooth également. Et Bluetooth. On ne parle pas de Bluetooth. Alors Bluetooth, c'est le summum du summum, Bluetooth, parce que là, c'est des connexions en réseau, c'est excessivement toxique. Je voudrais aussi dire qu'il faut absolument supprimer tous les écrans cathodiques, qui émettent un champ électromagnétique qui est à peu près 10 fois supérieur aux écrans plats. Donc là, c'est vraiment très très important aussi. Je vois encore des malades qui arrivent, ou même des structures publiques qui ont encore, faute de moyens financiers probablement, qui ont encore des écrans cathodiques. Là, il faut absolument revenir aux écrans plats qui émettent beaucoup moins que les écrans cathodiques. Alors, professeur Bellepomme, je dis aussi, si vous n'êtes pas convaincu de la nocivité des écrans cathodiques, faites fonctionner votre écran cathodique et regardez en particulier, mettez la main dessus au bout de quelques minutes et vous aurez des étincelles qui vont jaillir de l'écran. C'est ionisant. Alors, on peut effectivement diminuer la nocivité des écrans cathodiques en mettant des filtres. Mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas, puis je ne sais pas si c'est suffisamment protecteur, je n'en sais rien. Une autre notion aussi, garder une souris filaire et non pas une souris qui va jouer avec la Wi-Fi aussi, dans la mesure du possible que la souris soit filaire. Parce que très souvent, les malades, les premiers symptômes d'une intolérance au champ électromagnétique liés à l'ordinateur, ça va être des fourmillements dans la main qui tient la souris, très très souvent. Et ça remonte au bras, etc. Voilà. Donc, rester filaire le plus possible. Il y a 2 questions sur les récepteurs auriculaires, sur tout ce qui est prothèse auditive, pour savoir si c'est nocif ou pas. Là. La prothèse, si vous voulez, auriculaire, elle est tout à fait bien tolérée chez les sujets qui ne sont pas électro-hypersensibles. Le problème, c'est que le sujet électro-hypersensible, comme il va être intolérant à des champs électromagnétiques de très basse intensité, peut très bien ne plus tolérer son appareil auditif. Donc c'est là, et je voudrais dire que il y a vraiment aujourd'hui, dans notre société, des parias que sont les électro-hypersensibles, qui sont méconnus et quelquefois même rejetés par le corps médical, alors que ce sont de vrais malades avec des problèmes sociétaux majeurs. Si vous voulez, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'ils ne se découragent pas. Il y a de l'espoir tout de même à terme pour trouver une solution qui va passer par une thérapeutique, bien sûr, le plus rapidement possible, et par les mesures de protection dont on parle là, mais qui sont beaucoup plus intenses pour les électro-hypersensibles, puisqu'ils sont intolérants à des champs électromagnétiques très bas, que pour les sujets qui ne sont pas électro-hypersensibles, bien sûr. On n'a pas parlé des mesures de protection, mais essentiellement, si on veut se protéger des ondes électromagnétiques, il y a des moyens. Essentiellement, les moyens, c'est d'installer autour de soi ce qu'on appelle une cage de Faraday, c'est-à-dire d'installer un petit peu partout des treillis du style, par exemple, simplement un grillage qui permet en fait d'arrêter la plupart des ondes. Alors, voilà. Je vais vous dire aussi, parlons d'expérience personnelle. Il se trouve que j'ai une maison de campagne au bord de la mer, c'est une chance. Et là, comme j'aime bien écouter la radio, en particulier les ondes courtes, j'ai installé des récepteurs ondes courtes très puissants. Absolument pas moyen d'entendre quoi que ce soit. Et en réalité, j'ai découvert que le constructeur qui avait construit cette maison avait mis dans tous les murs des treillis. Vous savez, des treillis de fil de fer, ce qui fait qu'il n'y a aucune onde qui passe. Alors effectivement, moi, faut aller dehors. Il faut aller dehors pour écouter la radio. C'est quelque chose d'extrêmement comique, mais en fait, ça marche. C'est-à-dire que si vous mettez dans les murs un treillis métallique, même à l'intérieur du crépi, ou simplement un grillage, ça suffit en général pour arrêter toutes les ondes.
Lorsque les ondes ne sont pas arrêtées, il y a maintenant des tentures particulières, des peintures particulières qui vont... Des papiers peints, des peintures et puis des rideaux spéciaux. Alors oui, parlons, si vous voulez, à tous les entrepreneurs qui veulent, si vous voulez, avoir un métier d'avenir. Il y a de l'avenir dans le papier peint isolant des champs magnétiques. Enfin, Absolument. Je pense que c'est pas compliqué. Il suffit de mettre là-dedans un grillage de fils invisibles, même des fils très fins. Tout à fait. Restera tout de même à éliminer les sources électromagnétiques internes. Oui, c'est-à-dire qu'il faudra régler le problème de la lampe de chevet. Exactement. Alors, allez-y Stéphane, d'autres questions. Alors sans être trop pessimiste, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver un peu sur le même schéma que l'on a sur les pesticides ? C'est-à-dire qu'une très très grande difficulté à ce que la preuve émerge. Le mot crime a été prononcé lors de cette première partie d'émission. Il est évident que moi je vais peut-être encore aller plus loin. Il y a de véritables crimes contre l'humanité qui sont liés aux pesticides, notamment organochlorés, et les champs électromagnétiques font également partie. Donc c'est sûr que nous sommes dans une situation excessivement difficile en termes de santé publique, et il va falloir qu'un jour ou l'autre, il y ait des décisions qui soient prises en matière de protection des individus. Parce que concrètement, en termes de marché mondial, priver l'humanité de, quelque part, tout ce qui est Monsanto et tout ce qui représente un manque à gagner, juste de milliers de milliards de dollars, de la même manière sur les composants électroniques de type sans fil. C'est un manque à gagner pour les riches. Oui. Bien sûr. Pas pour les pauvres. Bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes dans un système qui enrichit les riches et qui appauvrit les pauvres. C'est ça. Mais bon, ne citez pas de nom d'entreprise pour que nous ne mélangions pas la généralité avec des noms propres. Si vous voulez, vous avez bien entendu cité le nom de cette entreprise parce qu'elle fabrique en particulier des OGM, et les OGM sont questionnés. C'est uniquement pour ça que vous l'avez cité, bien entendu. Alors on pourrait citer tous les opérateurs de téléphonie mobile. Alors il faut savoir que, si vous voulez, en réalité, il y a une très grande anarchie dans l'installation d'émetteurs. On est un peu comme, si vous voulez, dans une espèce de situation sauvage où toute personne peut très bien installer un émetteur d'une box chez lui, peut très bien émettre des ondes avec toutes sortes d'appareils sans se rendre compte que l'accumulation peut finir par empoisonner la Terre entière. Donc si par exemple vous installez un émetteur très puissant de Wi-Fi chez vous, eh bien vous allez empiéter sur la santé de votre voisin. Et en particulier, une des questions pendantes, extrêmement importante, c'est il n'est absolument pas raisonnable d'installer du Wi-Fi dans des établissements scolaires du premier et du second degré. Absolument. Et là, ça pose le problème également des antennes relais. Il est absolument aberrant aujourd'hui de construire des antennes relais à côté des crèches, des maternités et des écoles maternelles. Bien sûr, le Wi-Fi doit être interdit dans les lieux publics. Pouvez-vous nous indiquer les effets des ondes en fonction de leur fréquence ? Non, la réponse est non. C'est parce que il n'y a pas, à ma connaissance, on peut distinguer les ondes en basse et extrêmement basse fréquence d'un côté, puis radiofréquence et hyperfréquence de l'autre. Que ce soit dans l'un ou l'autre cas, ça peut être cancérigène, mais pas forcément le même type de cancer, mais ça peut être cancérigène. Et pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, à mon avis, c'est dans l'un ou l'autre cas. C'est-à-dire que la nature, l'organisme va avoir des effets biologiques qui ne vont pas être forcément tributaires de la longueur d'onde du champ électromagnétique. Je peux quand même vous donner une partie de réponse à ça, c'est-à-dire les ondes ont des effets différents en fonction de la pénétration qu'elles ont dans le corps. Oui. Alors comme vous savez, effectivement, les ondes de très haute fréquence, par exemple les types micro-ondes, 2,4 GHz, elles pénètrent de 2 ou 3 cm à l'intérieur. Tandis que les ondes de basse fréquence pénètrent tout le corps. Alors, il y a des différences, mais si vous voulez, au niveau des études qui sont actuelles, on ne sait pas encore distinguer l'origine des effets, si vous voulez. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a bien sûr des différences
au niveau du ciblage du faisceau électromagnétique sur l'organisme, c'est évident que si c'est ciblé sur le cerveau, ça va être une maladie neurologique. Si c'est ciblé sur la moelle osseuse, ça va être sur la moelle osseuse. Si c'est ciblé sur la peau, on va avoir le méga coup de soleil avec éventuellement même des cancers cutanés. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau moléculaire, indépendamment du ciblage, il n'y a pas, à mon avis, de spécificité des champs électromagnétiques. Autrement dit, un neurone, ça peut être détruit par des basses fréquences comme ça peut être détruit par des hautes fréquences. Voilà ce que je voulais dire. C'est tout ce que je veux dire. Et un cancer peut être lié à des basses fréquences. On sait que les ultraviolets... En fait, on n'a pas encore de connaissances suffisantes pour discerner la nocivité des hautes et des basses fréquences. C'est à peu près ça. Si, parce qu'on a tout de même les ultraviolets, par exemple, on a vraiment beaucoup de travaux qui ont été faits depuis très longtemps. Bien sûr, les rayons X, on peut aller. Les rayons X, on peut aller jusqu'aux rayons X. Parce qu'il y a les ondes qui sont ionisantes et celles qui le sont. On sait que les ultraviolets, c'est essentiellement des cancers de la peau, par exemple. Bon, effectivement, là, on se retrouve avec une pénétration très très faible, puisque ça reste au niveau de la peau. Plus la fréquence augmente, plus faible est la présence de la pénétration, et puis après, ça recommence avec les rayons X où ça traverse. Voilà, mais on n'est pas au niveau moléculaire. Au niveau moléculaire, il n'y a pas de différence. Une cellule meurt ou prolifère, quoi. Et les deux types quelle que soit la longueur d'onde de la... Alors j'oubliais, parmi le résumé que j'ai fait, je voudrais quand même que nous insistions sur les dangers gravissimes des nouvelles ampoules. Les dangers gravissimes des nouvelles ampoules, il faut savoir que les ampoules nouvelles qui remplacent les ampoules à filaments sont dangereuses parce qu'elles émettent des ondes électromagnétiques extrêmement néfastes et qu'il faut se tenir à distance. On dit qu'une nouvelle ampoule, il est dangereux de s'en trouver à moins d'1 mètre et ceci pose le problème des lampes de chevet. Excusez-moi pour cette parenthèse, mais c'est un des messages importants à donner aux auditeurs. Je vous continuez, Stéphane, je vous prie. Ok, il y a aussi une question sur les lampes basse consommation. Est-ce que les lampes à vapeur de mercure ou les lampes halogènes sont concernées? Alors, les lampes à vapeur de mercure ajoutent au champ électromagnétique la toxicité du mercure. Donc, alors, la toxicité du mercure mais il y a maintenant des nouvelles lampes, alors là je suis pas bien compétent là-dessus, des nouvelles ampoules sans mercure. Les lampes à LED. Les lampes à LED, voilà. Alors qui seraient moins toxiques, mais je parle vraiment... A priori, je crois que les lampes à LED sont moins néfastes toxiques, oui, que les lampes... vous savez, c'est celles où il y a une espèce de gros filament. Oui. Mais le problème, c'est qu'elles sont extrêmement aveuglantes aussi. Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, elles ont des inconvénients. Alors, je dirais que c'est pas tellement le thème de notre émission, mais en tout cas, la plupart des lampes qui remplacent les ampoules anciennes ont un facteur de toxicité multiplié par 500 ou 1000 par rapport à... C'est très, très toxique. Oui. Je vous en prie, Stéphane, allez-y. Le fait d'enterrer les lignes électriques permet-il d'empêcher les champs électriques? Oui, c'est surtout je dirais un câblage qui est avec une enveloppe protectrice au niveau de la ligne haute tension. Mais il est évident que l'enterrement diminue l'intensité du champ électromagnétique par rapport aux lignes aériennes, si j'ose dire. Ça, c'est clair. Alors maintenant, dans quelle proportion, je ne suis pas capable de répondre. Par contre, nous avons eu une émission avec Marcel Boiteux qui nous a dit que c'était extrêmement coûteux et difficile d'enterrer des lignes à haute tension, ce qui fait que, si vous voulez, ça se heurte à des problèmes techniques. Je pense qu'on peut enterrer l'alimentation électrique d'une ville, mais il est difficile d'avoir des lignes enterrées qui dépassent une certaine distance parce qu'il y a beaucoup de pertes à cause. C'est clair, c'est clair. Un auditeur qui souhaite signaler que c'est quand un récepteur est le plus éloigné des antennes qu'il émet à la plus forte puissance et qui, a priori, est le moment où l'utilisateur est le plus en danger vis-à-vis de... Alors ça vous parlez d'un portable, hein, oui. C'est-à-dire le portable, lorsqu'il a du mal à capter l'antenne, eh bien, émet avec une plus forte intensité. Tout à fait, ça c'est très très important. Et la difficulté de captation est liée aussi, il faut jamais utiliser un portable dans un mobile.
que ce soit dans un train ou dans une voiture, parce que là, il y a une difficulté de la captation, et ce qui va augmenter l'intensité. C'est-à-dire, si effectivement, bon, déjà, vous me direz, utiliser un portable dans sa voiture, ce n'est pas très recommandé lorsqu'on conduit, parce que bon, c'est dangereux et vous perdrez des points de permis à juste titre, mais en même temps, c'est dangereux, c'est néfaste pour la santé et également pour la santé de ceux qui sont dans la voiture. Bien sûr. Alors le train, c'est de la même chose. Essentiellement, il faut éviter d'utiliser les portables dans les trains. Et bientôt, on commence à dire qu'on va pouvoir utiliser les portables dans les avions avec un système mobile de réception. Je ne sais pas dans quel point on va aller, parce que à l'intérieur, si vous êtes dans une voiture, en même temps, une bonne partie des ondes du portable se reflètent sur la carrosserie et vont sur vous, et le portable est obligé de fonctionner à pleine puissance pour capter à travers les fenêtres, parce qu'il ne... Enfin bon. Nous sommes véritablement en présence d'une véritable fuite en avant au niveau de l'industrie, avec ces fameuses prouesses de la technologie mobile. Mais vraiment, est-ce que c'est vraiment important en pratique? Le bon sens nous dit, est-ce que c'est vraiment important de téléphoner avec un portable dans un avion? C'est vraiment une question qu'on peut poser, parce que là, on arrive maintenant, on voit, enfin, écoutez, dans la rue, on voit des gens qui, si vous voulez, traversent au feu rouge sans s'occuper des voitures dans un passage clouté, encore, c'est le moins pire, avec leur portable comme ceci, ils sont complètement déconnectés du monde. Et c'est dangereux tout ceci. Oui, mais je dirais que ce qui est terrible dans cette opération, c'est que vous avez des grands lobbies, des opérateurs de téléphonie qui ne s'intéressent qu'à une seule chose, c'est-à-dire à vendre leurs appareils, à faire en sorte que leurs appareils soient de plus en plus puissants. Alors, on pourrait parler, par exemple, des problèmes de la 4G. Alors, on ouvre une parenthèse, Stéphane, on vous reviendra sur les questions, bien sûr, mais sur les problèmes de la 4G. Alors, vous savez, tout le monde le sait maintenant, que vous pouvez avoir une connexion nomade, ça s'appelle comme ça, avec un ordinateur portable et une clé 3G. Alors, c'est un petit appareil, un petit émetteur qui, en fait, vous connecte à Internet par l'intermédiaire du réseau de téléphonie mobile. Et maintenant, on a fait des progrès et on va faire des connexions par 4G. Alors 4G, c'est simplement un sigle, mais il faut bien savoir que ceci va entraîner des connexions à une fréquence supérieure, je crois c'est 3,4 MHz, et ça permettra... est-ce que je me trompe ? Gigahertz, pardon, vous avez raison, 3,4 gigahertz, alors que c'est 2,4 pour le Wi-Fi et la 3G. Et alors, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la rapidité de débit deviendra extrêmement importante. Et à cause de ça, les opérateurs vous disent abandonnez votre Internet filaire. Finalement, avec un Internet mobile branché sur le réseau de téléphonie, ça marchera beaucoup mieux. Et là, on est en train de se rendre compte, c'est effectivement une fuite en avant extrêmement dangereuse, parce que ça va multiplier par 1,5 ou 2 d'abord les émissions radiophoniques dans ces fréquences, et le fait, vous disiez tout à l'heure que finalement, si on a Internet, il vaut beaucoup mieux, c'est beaucoup moins dangereux de se brancher par fil que par un système de téléphonie. Et si on veut généraliser cette connexion par téléphonie, ça va contribuer de façon extraordinaire à la pollution radio. J'ai des malades, si vous voulez, qui étaient jusqu'à maintenant nettement améliorés avec la thérapeutique, je leur des malades électro-hypersensibles. Et il y a des rechutes liées au 4G, c'est-à-dire quand ils sont exposés, si vous voulez, aux antennes 4G, il est clair que c'est beaucoup plus puissant et ils rechutent leur maladie. Et là, c'est incontrôlable. Alors, continuez les questions, Stéphane, je vous prie. Alors, une notification, un décret est paru en mars pour interdire les Wi-Fi dans les écoles. C'est pour une fois que si c'est auditeur a un renseignement exact, je pense que pour une fois le bon sens prévaut. Prime, oui. Alors quel est l'effet des portables en attente de réception et lors de l'envoi de SMS ? C'est pas très très clair, mais de toute façon, là c'est peut-être vous seriez peut-être plus qualifié. Si vous voulez, l'envoi de SMS est quelque chose qui se fait quasiment de façon instantanée.
Parce que lorsque vous avez une conversation avec un portable, vous gardez par exemple le portable près de l'oreille et cette situation va vous entraîner, en fait, votre cerveau va être envahi par les ondes électromagnétiques du portable. Tandis que lorsque vous faites un SMS, votre appareil est normalement, il est plus loin du corps. C'est-à-dire, il n'émet que dans le cycle des émissions mobiles. Un portable se branche sur l'antenne à peu près toutes les 10 minutes. Donc, en dehors de ce moment où il se met sur un portable, par exemple, si vous avez mon portable, lorsqu'il se branche sur le réseau, il y a une espèce de petit trou qui tourne, on peut voir comment ça a lieu, et en fait, vous êtes en train de rédiger votre SMS. Et puis ensuite, à un moment donné, vous tapez « Envoyer ». Et c'est pratiquement instantané. Et la période d'envoi, lorsque le SMS est envoyé, dure quelques secondes. Alors, quelques secondes par rapport à une communication où vous restez 5 ou 10 minutes au téléphone, c'est en fait beaucoup mieux. Je dirais que le SMS diminue le risque électromagnétique dans un facteur assez important. Alors bon, pour revenir à toutes ces questions, nous allons ici essayer maintenant de rentrer également dans le vif du sujet parce que le problème de ces syndromes du système, c'est effectivement, vous avez beaucoup de malades et ces malades ne sont pas reconnus. Oui. Tout à fait. C'est un peu... Vous avez par exemple un autre symptôme que vous connaissez bien en tant que médecin, qui est le syndrome de fatigue chronique, par exemple. Le syndrome de fatigue chronique, j'ai connu des gens qui avaient ce syndrome de fatigue chronique, eh bien, ils étaient considérés comme des simulateurs, comme des gens qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, la médecine reconnaît ce syndrome. Alors, peut-être qu'il faudra quelques années avant que l'on arrive à reconnaître réellement le syndrome de... si vous voulez, d'intolérance au champ électromagnétique. Oui, et on parlait de l'OMS tout à l'heure. L'OMS, qui est souvent citée par les opérateurs pour dire qu'il n'y a rien de prouvé, que l'OMS n'a pas pris parti. C'est vrai que l'OMS, il y a de ça 5 ou 6 ans, j'ai pas la date exacte, mais avait une attitude de réserve vis-à-vis du rôle des champs électromagnétiques en termes de santé. Je pense que de toute façon, elle va être obligée un jour ou l'autre de prendre une position beaucoup plus affirmative en faveur des effets sanitaires des champs électromagnétiques. Mais vous savez, il a fallu un siècle pour l'amiante, pour faire en sorte qu'on prenne des décisions opportunes. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, dans tous les bouquins de médecine, on savait que l'amiante était cancérigène. Bon, mais c'était toujours nié. Mais on doit au président Chirac d'avoir pris la décision d'interdire l'amiante en France vers les années 96. Donc il a fallu énormément de temps. Les champs électromagnétiques, ce que j'espère, c'est que ça va aller plus vite. Alors, je dois vous annoncer aussi une chose, c'est que nous organisons le 4e colloque de l'Appel de Paris sur les champs électromagnétiques, que ce colloque aura 2 versants. Un versant à Bruxelles, au sein de l'Académie royale de médecine belge, qui est une académie qui est très, très avancée en matière de concepts environnementalistes. Et il y aura, par ailleurs, un 2e versant au Sénat, où nous avons créé un groupe de travail pour essayer d'améliorer le projet de loi sur les champs électromagnétiques qui a été refusé par l'actuel gouvernement, donc de l'améliorer de façon à ce qu'il y ait une discussion qui se fasse en termes d'intérêt de santé publique, en mettant autour d'une table des opérateurs d'un côté, mais également des scientifiques. Et puis, ce que nous essayons aussi, c'est de proposer une directive au niveau européen. Donc on a un gros travail qui va se faire en 2014 pour essayer de faire reconnaître les effets sanitaires des champs électromagnétiques et incluant la prise en charge de ces malades qui sont actuellement délaissés par le corps médical et je dirais par les organismes de prise en charge des malades tels que la sécurité sociale. Donc là, il y a un énorme travail à faire et c'est ce à quoi je m'engage. Alors là, on peut ouvrir une parenthèse en disant que fait l'État ? Alors l'État, il y a un certain nombre d'organismes et l'organisme de référence qui s'intéresse à toutes ces questions, parce que c'est son travail, c'est l'ANSES.
l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail. Alors cette ANSES est composée d'un aréopage de personnalités qui, en fait, se caractérisent par leur très grande prudence. Ils ne veulent jamais affirmer qu'un effet existe avant que les gens commencent à tomber par terre comme des mouches. Et en fait, ils ont littéralement noyé le poisson, si j'ose dire. Enfin, je ne sais pas si je peux utiliser ça, parce que j'ai ce rapport qui est téléchargeable sur Internet. Je me suis permis de le lire. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie, parce qu'il fait 492 pages. Alors, c'est 492 pages. Alors, il y a tout et son contraire, c'est-à-dire qu'il dit effectivement qu'il y a peu d'exemples où il y a vraiment des effets qui ont été reconnus, mais néanmoins, eh bien, il y a des recommandations. Et à la fin, on voit quand même des choses raisonnables, c'est-à-dire l'ANSES recommande de réduire l'exposition des enfants en incitant à un usage modéré du téléphone mobile, en privilégiant le recours au kit main libre, aux terminaux mobiles. Alors je dirais ça pourrait être valable aussi pour les adultes. Alors pour les adultes, utilisateurs intensifs de téléphonie mobile, de recourir au kit main libre aussi. Bon, que les conséquences d'une éventuelle multiplication du nombre d'antennes relais, dans le but de réduire les niveaux d'exposition environnementaux sur l'exposition des personnes aux radiofréquences émises par les téléphones mobiles, c'est du technolangage, eh bien, fasse l'objet d'un examen approfondi. C'est-à-dire, c'est effectivement toutes les organismes en disant, il y a un problème, c'est un vaste problème, il faut faire une commission pour étudier le problème, mais eux-mêmes font partie d'une commission, mais disons que le développement des nouvelles infrastructures de réseau, ça, effectivement, c'est le Wi-Fi dont on parlait, c'est-à-dire l'installation subliminale, c'est-à-dire qui n'est pas dite. On vous installe une box chez vous, box entre guillemets bien sûr, et vous ne vous rendez pas compte que cette box est faite pour rester allumée en permanence et servir de récepteur à d'autres personnes, c'est-à-dire qui vont se servir de votre ligne téléphonique pour faire passer leur conversation. Là, les nouvelles infrastructures de réseau fassent l'objet d'études préalables. Là encore, il faut dire qu'on ne sait pas, il faut étudier le problème. Donc on dit on a étudié le problème, mais il faut encore l'étudier. En matière de caractérisation des expositions, en tenant compte du cumul des niveaux existants, bien entendu, c'est évident que... Et de ceux qui résulteraient des nouvelles installations de manière à favoriser la concentration autour des nouvelles implantations aux modifications d'émetteurs. Ouf, là encore, qu'est-ce que ça veut dire? De documenter les situations des installations existantes conduisant aux expositions du public les plus fortes et d'étudier dans quelle mesure ces expositions pourraient être techniquement réduites. Donc l'ANSES admet quand même qu'il y a un petit peu d'abus dans les émetteurs et bien entendu, vous avez 492 pages de ceci. Et à la fin, si vous voulez réellement lire quelque chose, eh bien, il faut chercher ce qu'en disent les journaux. Alors, par exemple, un hebdomadaire dont je ne citerai pas le nom, mais qui... parce que si vous voulez, nous ne faisons pas de publicité, dit radiofréquence, pas de risque avéré. Ah, bon, alors, l'actuation dans l'ANSES, je cite, ne met pas en évidence d'effets sanitaires avérés et ne conduit pas à proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition de la population. Elle pointe toutefois, avec des niveaux de preuves limités, différents effets biologiques chez l'homme ou chez l'animal. Certaines publications évoquent une possible augmentation du risque de tumeurs cérébrales sur le long terme pour les utilisateurs intensifs de téléphones portables, et ainsi de suite. Et alors, ça veut dire qu'on dit tout et son contraire. Mais effectivement, vous avez le directeur de l'ANSES dans une conférence de presse, un journaliste lui a posé la question, qu'est-ce que vous appelez une utilisation intensive? Et il a dit, effectivement, on avait une augmentation considérable du risque de cancer du cerveau chez les personnes qui utilisaient leur portable pendant 5 années d'affilée en étant communiqués, en ayant le portable 30 minutes par jour. Alors, il y a beaucoup de personnes qui téléphonent 30 minutes par jour, mine de rien. Et si on fait ça pendant 5 ans, eh bien, vous avez votre risque de cancer qui est multiplié par un facteur entier. Et encore 30 minutes par jour, c'est pas le pire. Il y en a qui téléphonent 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Oui, bien sûr. Et surtout les enfants.
Les enfants. Surtout chez les adultes jeunes. Les enfants, les adultes jeunes, c'est-à-dire moins de 20 ans. Donc, si vous voulez, on est dans une situation... J'ai été très, très dur et peut-être un peu virulent vis-à-vis de ce rapport de l'ANSES, parce que c'est encore un rapport qui vient en plus, qui est mi-figue, mi-raisin, et qui n'aboutit en rien à un progrès, je dirais, conceptuel et à des mesures concrètes. Au fond, le problème est suivant. D'un côté, on vous dit qu'il n'y a pas de risque avéré, que rien n'est prouvé, et que même s'il y a des articles qui montrent qu'il y a quelque chose, eh bien, il faut trouver la preuve de la preuve. On demande aux scientifiques de trouver la preuve de la preuve, c'est-à-dire que c'est sans fin. Et puis de l'autre, on vous dit tout de même qu'il faut se protéger. C'est-à-dire que là, les enfants, il faut tout de même se protéger. Alors, il y a deux cas de figure où il y a rien, et alors c'est pas la peine, où il y a aucun effet démontré, alors c'est pas la peine de se protéger, où il y a tout de même quelque chose, et alors là, il y a une raison de se protéger. Alors, donc voilà, on est dans une espèce de démarche qui dénie la réalité, qui ne veut pas pénétrer de façon concrète à prendre des mesures. C'est la raison pour laquelle je trouve que ce type de rapport, comme les autres rapports antérieurs, parce que c'est pas le premier rapport sur les champs électromagnétiques. J'ai fait partie d'ailleurs j'ai été auditionné pour le précédent rapport de l'AFCET à l'époque où l'AFCET existait et où de toute façon le président, qui était un de mes amis, m'avait dit en aparté, de toute façon, quel que soit ce que les membres de cette commission vont dire, je suis tenu par les autorités supérieures, si j'ose dire, à faire que mon rapport n'aille pas contre les intérêts économiques. Donc on est dans une situation où on dénie la réalité en termes de santé publique. Alors voici un article, je vais citer cette fois-ci cet hebdomadaire, qui vous rend hommage, professeur. Ah bon, c'est Science et Avenir. Alors le titre de cet article, c'est radiofréquence, l'électrosensibilité, ça existe. Et ça cite également le nom de quelqu'un, une personne, dont ils décrivent la vie. Alors, je vais citer les prénoms, ça ne coûte rien. Un instant, je vais chercher mon tissu, prévient Émilie Catherine, 45 ans, lorsqu'elle décroche son téléphone. Elle revient quelques secondes plus tard, le cerveau et la tête protégés par des voilages contenant des fibres d'aluminium. Bon. Cet ex-architecte d'intérieur qui travaillait ces gels, tout a commencé quand en décembre 2007, elle a mis en réseau plusieurs ordinateurs à son domicile. Aux difficultés de concentration et d'attention se sont ajoutées par la suite des migraines sévères. Pour moi, le lien avec les champs électromagnétiques était évident, se souvient-elle. Dès que j'étais hors zone, j'allais mieux. Et puis tout s'est emballé. Douleurs diffuses, paralysie des jambes, nausées. Liste des symptômes s'est allongée. Depuis 1 an, cette mère d'un enfant de 7 ans a choisi de vivre au vert, mais a perdu son travail, son compagnon, et sa vie sociale s'est réduite au minimum. Aujourd'hui, elle avoue s'inquiéter pour l'avenir et pour son fils, et elle n'est pas seule. C'est d'autres Français qui ont ce syndrome d'électrosensibilité. Alors particulièrement atteinte, Bénédicte et sa sœur vivent en véritable recluse dans un village de Saône-et-Loire et tempêtent contre un calvaire quotidien qui dure depuis près de 6 ans. On lutte avec ses voisins équipés d'une liaison Wi-Fi. Bénédicte a acheté sur Internet des voilages et une cage de Faraday qu'elle a installée par-dessus son lit. Elle ne les quitte plus aux fraises. Nous nous sentons comme des pestiférés et nous sommes prises comme des folles, témoigne cette ancienne professeure de lettres, elle aussi en invalidité. Et ainsi de suite. Alors vous avez des gens comme ça. Alors ces personnes, si vous voulez, sont des grands malades et ils ont été littéralement intoxiqués par ces émissions de radio. Et ce qui est terrible, c'est que cette sensibilité aux ondes électromagnétiques évolue vers l'hypersensibilité. Alors, est-ce que vous avez beaucoup d'autres malades qui commencent petit à petit à développer des symptômes et petit à petit, on a presque l'impression que la peau est à nu, qui sont hyper... Oui, vous avez, si vous voulez, il y a plusieurs phases, bien sûr. Cette électro-hypersensibilité, si vous voulez, peut évoluer, c'est ce que je disais tout à l'heure, vers de véritables maladies d'Alzheimer. Donc, on peut arriver vers de véritables maladies psychiatriques. Mais le drame aujourd'hui, si vous voulez, c'est que pour des intérêts purement économiques ou parce que on ne veut pas bien voir la réalité en face, il est clair que on dit que dès le début, ce sont des gens qui sont fous. C'est-à-dire qu'on va les faire entrer on va les pousser vers une consultation de psychiatrie alors qu'ils sont absolument lucides et conscients comme nous le sommes ce soir autour de ce micro. Et
Et si vous voulez, au fond, on est dans une situation de la pensée unique en disant qu'il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir. Ça me rappelle ce qui se passe ce qui se passait dans le bloc communisme avec une ghettoisation et le goulag, le véritable goulag. Ces malades sont enfermés dans une espèce de goulag. On enferme ces malades dans une espèce de goulag psychiatrique qui est absolument intolérable au plan de la médecine que je pratique, qui est une médecine avec le serment d'Hippocrate au centre de ma pratique. Oui, mais par exemple, je pourrais comparer ces gens-là aux personnes qui deviennent allergiques. Alors, par exemple, j'ai un excellent ami qui est un cadre supérieur d'une compagnie pharmaceutique. Et cette personne, disons, un jour, il a eu le malheur de vouloir tailler une haie de cyprès. Et c'était au moment où les cyprès donnaient du pollen. Alors, il a été noyé sous des nuages de pollen. Et puis, il a terminé de tailler ses cyprès. Et puis, d'un seul coup, l'année d'après, lorsque la haie, à l'époque du pollen, il s'est mis à devenir misérable. Vous savez, comme avec les yeux qui pleurent, enfin, le nez qui coule, enfin, tous les symptômes d'une crise d'allergie sévère. Et ça lui a donné cette sensibilisation. Donc, en fait, il y a un phénomène que les allergologues connaissent bien, c'est-à-dire parfois, les personnes sont absolument insensibles à un stimulant extérieur, et lorsqu'ils sont soumis à ce stimulant, ils deviennent allergiques. Et on pourrait, sans doute, je sais que, professeur Bellepomme, que vous êtes très, je dirais, intéressé par les différentes maladies, les cancers et autres, qui sont induites par l'environnement. On peut dire qu'effectivement, l'environnement électromagnétique est quelque chose qui va créer, d'une certaine façon, une réaction d'allergie. Est-ce qu'on pourrait appeler ça comme... Alors, c'est très très intéressant ce que vous venez de dire. Il y a en fait deux types, à ma connaissance, deux types d'hypersensibilité. Il y a l'hypersensibilité qui va passer par le système immunitaire. Là, on est dans le domaine des allergies. C'est l'exemple que vous venez de donner. Et puis, ce qui est très très particulier, ce que je ne connaissais pas avant d'étudier ces malades, c'est qu'il y a l'hypersensibilité qui va passer par le système nerveux.